convaincue que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux. La Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Seuls 20% des Français sont formés aux gestes de premier secours. Pourtant, dans notre pays, chaque année, 50 000 Français font un arrêt cardiaque avec un taux de survie de 5%. L'entrepreneuriat social, c'est choisir d'entreprendre autrement, en plaçant les hommes, la planète et la société avant le profit. Mais c'est aussi, voire surtout, entreprendre pour combler un trou dans la raquette, apporter une solution à un problème non résolu. Ce problème non résolu auquel s'est attaqué Emmanuel Bourset, vous l'aurez compris, c'est celui de la formation au premier secours. Je m'appelle Flavie Després, j'ai fondé un média dédié aux acteurs de l'engagement Care News et depuis bientôt 4 ans, je reçois dans Changer la norme ces entrepreneurs d'un genre nouveau. Engagés, militants, passionnés, loin des clichés bisounours, ces femmes et ces hommes, que parfois rien ne destinait à cette aventure, me livrent leur parcours, les coulisses du développement de leur structure, les enjeux structurels, financiers et humains qui se cachent derrière les pitchs et les accroches médiatiques. Emmanuel Bourset était un communicant engagé avant de se lancer dans l'aventure d'un seul geste. Comment a-t-il trouvé ses associés aux compétences techniques complémentaires des siennes ? Comment s'est-il appuyé sur son expérience entrepreneuriale précédente ? Comment ont-ils financé ce projet dont le coût de recherche et de développement ? Comment déploie-t-il le dispositif aujourd'hui ? Auprès de qui ? Et quelles sont les ambitions d'un seul geste ? Les réponses dans ces 20 et quelques minutes avec Emmanuel sur ce sujet méconnu qu'est celui des premiers secours. Mais vital, c'est le cas de le dire. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de diffusion, à commenter et à nous envoyer vos réactions et suggestions d'invités. C'est grâce à tout cela, et surtout grâce à vous, que nous pourrons vraiment changer la norme. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Flavie. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, je suis très heureuse pas d'inaugurer, mais de commencer les premiers épisodes avec un projet original. J'en ai jamais vu de similaire en 7 saisons de Changer la norme. Vous allez tout nous raconter. Alors, qui êtes-vous, Emmanuel ? Je suis un entrepreneur social. C'est bien, c'est un beau métier. J'en suis à ma 2e entreprise à vocation sociale, donc je pense je peux me définir comme ça. Ça correspond bien à mon parcours, je trouve. Et donc, je suis le président et l'un des 4 cofondateurs de D'un seul geste, qui est une entreprise qui a pour objectif de former les citoyens aux gestes de premier secours. Mais donc ça, c'est le projet actuel. Et moi, j'aime bien remonter un peu dans le temps pour savoir si vous étiez destiné ou qu'est-ce qui vous a amené à construire ce chemin et cette entreprise sociale. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant ? Alors, je pense qu'on m'aurait interrogé il y a 10 ou 15 ans, j'aurais jamais parié faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les industries culturelles et créatives, sur des postes de responsable communication. Ma dernière expérience avant de créer D'un seul geste, j'étais directeur de la marque et de la communication digitale de la SACEM. Et j'ai eu l'occasion de créer une première start-up engagée en 2007. C'était un réseau social pour aider les intermittents du spectacle à trouver plus facilement de l'emploi. Donc, quand on est intermittent, en fait, les offres d'emploi sont cachées, les périodes d'emploi, les contrats sont très courts et on change d'employeur à chaque fois. C'était l'époque où LinkedIn était en train d'arriver. On avait Viadeo en France et pas encore Facebook. Oui, c'est pas tout récent. C'est pas tout récent, ça paraît déjà très vieux. Et donc, c'était un site web sur lequel les intermittents pouvaient afficher leur profil. Les employeurs pouvaient chercher des compétences particulières. Et puis, on organisait aussi des job dating sur les événements culturels pour connecter entre les employeurs et les intermittents. Voilà. Et ça a duré combien de temps, cette aventure entrepreneuriale ? Ça a duré 4 ans.
Ah oui, juste en dessous du seuil des 5 ans fatidiques. Même 3 ans et demi, je dirais. Et alors avec la crise économique de 2008 aussi, qui est passée par là. Ah oui, bon timing. Donc bon timing. Très belle expérience. On avait plus de 10 000 intermittents connectés sur la plateforme avec 500 recruteurs. Donc il y a des gens qui trouvaient du travail, il y a des projets de films qui se sont montés. Voilà, des belles histoires. Et donc après, vous vous rebifurquez vers le salariat et vers la com. Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas trouvé le modèle économique à l'époque. On avait essayé plein de choses, mais je pense que la base de départ était pas assez large pour pouvoir avoir un projet viable. Voilà. Donc on a continué bénévolement et puis moi je suis retourné travailler sur des projets de communication dans le secteur culturel. Mais en fait, quand on a entrepris une première fois, on attrape parfois un virus, ça a été mon cas. Et donc même si j'étais très bien dans mon job à la SACEM, dans un contexte de transformation digitale avec un directeur général qui lançait 100 000 projets, et donc plein de choses à gérer au quotidien avec une très belle vision, mais j'avais quand même envie de repartir sur un projet à moi et tourner vers l'humain. Voilà. Et là, du coup, vous allez nous parler d'un seul geste. Ouais, c'est pas le premier projet auquel j'ai commencé à m'intéresser. J'étais déjà parti à travailler sur un premier projet autour de l'humain et de la formation professionnelle. Et puis un jour, je suis tombé sur les chiffres de la formation des Français, ou plutôt de la non-formation des Français aux gestes de premier secours. Et ça m'a parlé parce que j'avais eu la chance d'être formé aux gestes de premier secours quand j'étais au lycée. Et j'ai eu la malchance de pratiquer quelques années plus tard sur une situation particulièrement marquante. Et vous vous en souveniez ? Parce que je ne veux pas être désagréable, mais quelques années se sont écoulées quand même depuis le lycée. Est-ce que je me souvenais des gestes ou oui. de la situation ? Non, alors quand j'ai dû pratiquer, en fait c'est une situation, je pense, à laquelle on n'est pas préparé, même si on est formé au secourisme toute sa vie et recyclé tous les 2 ans. Il y a des moments où ça reste exceptionnel et on ne peut pas être préparé à tout. Mais par contre, ça marque et c'est là où on prend conscience que c'est important de suivre ces formations et que tout le monde devrait connaître ces gestes parce qu'ils sont simples et malheureusement, on est très peu en France, juste pour donner un chiffre, mais on a en France un taux de survie à l'arrêt cardiaque de 5%. En Norvège, c'est 40%. Parce qu'ils sont plus formés. En Norvège, 90% de la population est formée. En France, on est 20% à être formés. Voilà. Tous nos voisins européens, Autriche, Allemagne, Suisse, on a 80% de la population qui est formée. Voilà. Bon, on va se pencher sur ça, mais donc ça, c'est votre social calling. Yes. Et vous vous dites qu'il y a un projet. Et alors là, on va vraiment, si vous le voulez bien, mettre les mains dans le cambouis. Mm-hmm. Donc vous avez cette idée. Vous avez une épiphanie. Et comment ça se passe après de l'idée à l'entreprise ? Oui, je pense que ça a été le plus dur, effectivement, de trouver quoi faire. C'est-à-dire que je voyais ce que je voulais faire. J'ai vraiment voulu m'engager sur ce sujet. Voilà, faire en sorte que chaque citoyen puisse être formé. Et donc, je me suis plongé dans la découverte d'un secteur que je ne connaissais pas, le secteur qu'on appelle de la sécurité civile. Donc, je suis allé voir les pompiers, le SAMU, le ministère de l'Intérieur, la Croix-Rouge, pour comprendre en fait comment en fait on formait les gens, pourquoi les gens n'étaient pas plus formés, quels étaient les freins, etc. Je me suis abonné à leur magazine, je suis allé dans leur salon. J'ai jamais rêvé d'être pompier, c'est pas voilà quelque chose qui remontait, mais voilà. Et j'ai identifié en fait un certain nombre de freins, notamment la longueur des formations. Une formation secourisme classique, c'est 1 ou 2 journées. Le prix aussi, c'est pas des formations très coûteuses, mais il faut les payer quand même. Et puis, quand on est un particulier, on ne les trouve pas facilement autour de chez soi. Donc, voilà, finalement, il y a plein de freins qui font qu'on ne passe pas à l'action. Et donc, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là Bernard Péricot, qui est un général qui a commandé la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et qui avait exactement le même objectif. Et chercher lui aussi des solutions. Et on avait tous les deux élaboré un projet qui se ressemblait chacun de notre côté, beaucoup. Et on a été mis en relation comme ça par une connaissance commune qui avait entendu parler des 2 projets. Et puis on a décidé de les mener ensemble. Voilà. Vous avez trouvé un cofondateur ? Oui. Et par mise en relation. Par mise en relation. Et là, on a travaillé ensemble pour tester différents projets possibles, pour
transformer les formations secourisme et les rendre plus accessibles, plus courtes. Voilà. Et en fait, on était parti sur des énormes projets très durs à mettre en place avec beaucoup de capitaux. Et là, on s'est dit, on n'y arrivera pas, on va perdre du temps. Voilà. Donc, on a travaillé à déconstruire le projet et à se dire, en fait, notre objectif, c'est d'être opérationnel très vite et de pouvoir apprendre ces gestes utiles à des gens très vite. Finalement, on a essayé de prototyper le projet, de se dire, OK, si on fait que 1% de ce projet, qu'est-ce que ça va être ce 1%? Comment va être utile déjà? Voilà. Et à ce moment-là, je découvre en fait et je teste la réalité virtuelle dans le cadre de mon job à la SACEM. Et Ah oui, parce que vous êtes toujours en poste. oui, parce D'accord. que tant qu'on n'a pas trouvé une idée viable avec un modèle économique, Oh, vous savez, il y a des gens qui ont l'amour du risque. ouais, mais comme je l'avais déjà testé une première fois, Vous vous êtes dit, je je vais pas savais recommencer. exactement ce qu'était créer une entreprise. Et donc, on va dire, c'est à force de l'expérience, c'était un peu plus balisé pour moi le chemin pour créer. Et on s'est rendu compte que la réalité virtuelle, en fait, pouvait être un game changer dans le cadre de ces formations, notamment parce que on mémorise mieux quand on apprend en immersion totale et en pratiquant en fait dans des cas recréés très réalistes. Donc, vous rencontrez un associé qui a la compétence métier des premiers secours, enfin de la sécurité civile. Vous avez l'idée, mais vous connaissez quelque chose à la réalité virtuelle ou... Rien du tout. Rien du tout, d'accord. C'est une remarque pertinente. On a fait le même constat. On est donc allé chercher un associé compétent sur le sujet. On a eu la chance, là aussi, par une mise en relation d'une connaissance, de rencontrer Ludovic Fagot, qui était à l'époque le patron de la réalité virtuelle de Dassault Aviation. Donc, il avait dirigé tous les projets de VR chez Dassault pendant 13 ans. Donc lui, il y connaissait quelque chose. Un des meilleurs sur le sujet en France, indéniablement. Il a décidé de quitter son job pour nous rejoindre. Et j'ai quitté le mien et on a créé l'entreprise. Donc, on est début 2018. Voilà. Et là, à ce moment-là, on s'est fait accompagner. On a été incubé par Make Sense et on a commencé à chercher des clients avant même d'avoir le produit pour vérifier que ce qu'on avait imaginé avait un débouché commercial Preuve possible. de concept. Ouais, exactement. Voilà. Ok, alors du coup, est-ce qu'on peut revenir, on ne s'est pas non plus éloigné incroyablement, mais sur les tout débuts. Moi, j'aime bien quand on me raconte aussi les aspects financiers, parce que une boîte meurt en fait de manque de capitaux ou de manque de trésor ou de manque de moyens. Donc vous êtes deux à avoir quitté votre job. Vous avez un projet, vous cherchez d'abord des clients pour voir si ça peut plaire. C'est des entreprises ou des collectivités. Juste un mot sur le projet pour que ça ne soit pas abstrait. Donc, ce qu'on a créé, c'est une nouvelle pédagogie, une nouvelle méthode de formation au secourisme. La formation, elle est individuelle. Elle ne dure qu'1 heure par personne et on utilise un casque de réalité virtuelle plus un mannequin de secourisme traditionnel. Les deux sont connectés. Et ça permet de faire des exercices. C'est un simulateur, en fait, qui permet de mieux apprendre, de s'entraîner à faire les gestes sans danger et de mieux les mémoriser. Et donc, effectivement, ça coûte cher à développer. Il faut du matériel, il faut des développeurs, des designers. Et donc, on met de l'argent au départ, chacun. On est parti avec un capital de 30 000 euros. Qui se dépense vite. Ce qui se dépense très vite, le prototype en coûtait 60. Donc, on est allé chercher une bourse French Tech qui nous a permis de boucler le financement du proto. On a eu la chance d'être repéré par la RATP qui inaugurait son lab d'innovation interne et qui voulait présenter en interne des projets innovants qui avaient du sens. Et donc, on a vendu une première prestation avec ce proto qui marchait pour nous très mal, mais ça nous a permis de constater très vite que pour les utilisateurs finaux, c'était déjà hyper efficace. Et on a tourné une vidéo ce jour-là, et cette vidéo était tellement parlante qu'on l'a utilisée pendant 2 ans pour présenter le produit à nos prospects. Voilà. Ah oui, c'est rare, parce qu'au début, il y a quand même normalement un turnover de présentation assez grand. Donc ça, c'est votre client historique, la RATP ?
Non, parce qu'on n'a plus rien fait après avec la RATP. D'accord, donc c'est votre premier client. Mais c'était le premier client, voilà. Et ensuite, on ciblait plutôt des grands comptes pour avoir un volume et un impact très rapidement sur le nombre de personnes formées. Et donc, on a eu la chance de commencer à travailler avec EDF, avec la SNCF, avec Veolia. Et on a fait une première levée de fonds de 450 000 € qui nous a permis en fait de finaliser le développement de la solution. Et est-ce qu'ils se sont dépensés aussi vite que les 30 000 €? Alors, ils se sont dépensés très très vite parce que effectivement, ça coûtait très cher d'aboutir la formation complète et puis d'embaucher les premières personnes aussi. Donc, on a embauché 2 premières personnes. On est en début 2019 et on fait la mise sur le marché à l'été 2019. Sur ces grands comptes. Ça démarre bien. Donc, on fait un prêt bancaire pour pouvoir accélérer commercialement. Et on obtient le prêt, on le signe le 6 mars 2020. Et on est confiné, je crois, la semaine d'après. Voilà, sur le fil du rasoir. Exactement. Donc, on avait ce cash qui nous a permis de tenir pendant toutes les périodes de confinement et de télétravail obligatoire. Et si on peut juste faire un tout petit mini demi-tour sur la levée de fonds, vous avez levé auprès de qui ? De business angels, quasiment tous entrepreneurs et qui trouvaient que le projet était pertinent et envie de le pas un soutenir. gros fonds impact, pas de... Parce que des fonds impact, je pense aux assurances, à tout ce qui est dans la santé, il n'y avait pas de... C'était un choix en fait de s'adresser qu'à des BA Ouais, clairement. Et en fait, on avait fait 3 listes de BA, une liste de gens qui suivaient le projet qu'on connaissait directement, une liste de gens qu'on pouvait toucher indirectement, et puis une 3e liste avec, on va dire, les stars que tout le monde connaît. Et en fait, on a tout le monde qui cherche de l'argent connaît. Voilà, exactement, ou aimerait connaître. Et on a pris la première liste et ça a fonctionné avec les BA de la première liste. Donc, on n'est pas allé plus loin, voilà. Vous écoutez, c'est vraiment c'est aligné, quoi. Oui, je pense on a fait en sorte que le projet coche les cases et qu'il se développe au bon rythme. Et voilà. Donc et on a une très bonne équipe aussi derrière. Voilà, vous allez nous raconter ce que vous avez vos BA, vous faites votre prêt juste avant le confinement. Et alors on va passer sur le confinement parce que je pense que tous les métiers ont été impactés. Mais du coup, aujourd'hui, le visage d'un seul geste, vous avez combien dans votre équipe? On a été évidemment très impactés, mais ça nous a aussi permis de faire beaucoup de R&D pendant tout ce temps-là, à défaut de faire des formations. Et donc, on avait, quand on a démarré, un système de réalité virtuelle extrêmement lourd avec des câbles, des gros ordinateurs de gamers, ça coûtait très cher et c'était dur à déplacer, il fallait 1 heure d'installation. Voilà. Et on a mis ce temps à profit pour passer sur un casque de réalité virtuelle autonome. Et donc maintenant, quand on intervient pour les formations, il y a juste un mannequin de secourisme et un casque. Voilà. Donc ça nous a permis de travailler là-dessus. Voilà. Après le confinement, donc vous en profitez pour faire de la R&D, mais aujourd'hui, à quoi ressemble d'un seul geste ? Et qui sont vos clients aussi? Est-ce que vous êtes toujours sur des grands comptes? Oui, alors on est aujourd'hui 11 dans l'aventure, moitié équipe commerciale et moitié back-office et opération. Nos clients sont toujours majoritairement des ETI et des grands comptes et beaucoup de collectivités. Il faut savoir en fait que l'État a un objectif d'arriver à 80% des Français formés d'ici 2027 sur le sujet. C'est vrai, il y a un petit peu de marge. C'est ambitieux, mais ça a le mérite d'être là. Et notamment, il y a une obligation de formation, il y a une circulaire interministérielle qui prévoit que les fonctionnaires des 3 fonctions publiques doivent être formés. Et il y a un décret qui prévoit que les salariés doivent aussi être formés avant le départ à la retraite. J'aurais préféré que ça soit au moment de la prise de poste. Mais voilà. Donc un énorme marché. Et donc potentiellement un énorme marché. Mais on est tout petit sur ce marché et il y a déjà des acteurs en place énormes qui sont là depuis toujours sur ce marché. Sur la formation. Sur la formation. Mais pas comme vous la pratiquez. Mais qui n'innovent pas. Voilà. On est aujourd'hui les seuls à proposer ces formations innovantes et c'est comme ça qu'on se distingue et qu'on se différencie à la fois sur la durée très courte, 1 heure versus 2 jours, et l'utilisation de la réalité virtuelle pour améliorer l'apprentissage. Et les clients donc,
voilà, je peux citer des très belles histoires. Par exemple, on a formé l'ensemble des fonctionnaires de la métropole du Grand Paris. La mairie d'Aix-en-Provence s'est équipée avec notre solution et ses formateurs internes sont en train de former le personnel. On a formé la totalité du personnel de l'ordre des experts comptables. Notre objectif, c'est pas de former 3 personnes dans une entreprise ou 10 personnes par étage. Non, ce qu'on dit aux entreprises, c'est on vous donne les moyens de pouvoir faire suivre cette formation à tous vos collaborateurs. Et ça va rentrer dans vos objectifs de sécurité et de santé au travail, mais aussi de qualité de vie au travail. Voilà. Et pour avoir une idée, pour ceux dont je fais partie, dont c'est pas du tout la spécialité, ça coûte, donc c'est 1 heure de temps. Vous pouvez former plusieurs personnes en même temps, donc c'est pas... Voilà, en général, on fait 8 créneaux d'1 heure dans la journée et on va passer les personnes par 2 ou par 4, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on aura formé entre 16 et 32 personnes. Et ça coûte combien ? Le même prix qu'une formation traditionnelle au secourisme. Donc, le prix jour constaté est à 2 400 € en moyenne, voilà, avec les effets de volume. D'accord. Et il faut la refaire tous les combien, cette formation ? Alors, il n'y a pas d'obligation. Votre recommandation ? L'Académie de médecine conseille de le faire à minima tous les 5 ans. Nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est proposez-la en continu à vos salariés et c'est eux qui vont choisir en fonction du besoin qu'ils éprouvent eux-mêmes de le refaire, de s'y inscrire au bon moment en fait. Je pense que c'est une formation qu'il faut faire quand on a envie de le faire et il ne faut pas, comme toute formation, qu'elle soit subie en fait par le salarié pour que ça fonctionne. Et pour terminer, avant qu'on passe à une approche plus sectorielle, discuter de l'ESS, donc vous avez un business économique qui est assez traditionnel de formation. Est-ce que vous avez relevé des fonds ? Est-ce que vous avez des projets de R&D ? C'est quoi à part, oui. J'imagine un gros développement commercial, c'est quoi les prochains ? Non, on est en pleine levée de fonds. Donc notre objectif là, on a trouvé le modèle économique, on est quasiment rentable. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse accélérer. Donc, effectivement, augmenter la taille de l'équipe, notamment commerciale. Il faut qu'on puisse créer un catalogue de formation. C'est ce que nos clients nous demandent. Donc là, on vient de sortir une nouvelle formation au mois de septembre. C'est une formation sur les bons gestes en cas d'incendie. Et il faut qu'on continue à développer d'autres formations. Et puis, on a aussi des ambitions internationales, puisqu'en fait, on est les seuls à proposer ça. Donc, si ça marche en France, s'il y a un besoin en France, il doit y en avoir aussi dans d'autres pays. Et alors, vous cherchez combien de millions ? On cherche 2 millions. Oui, c'est une petite somme. Oui, surtout en ce moment. Que vous pourrez... Oui, c'est vrai que tout ce qui est tech en ce moment, c'est peut-être pas... Enfin, cela dit, vous êtes sur un secteur qui est plus innovant dans un aspect quand même assez traditionnel. Et on a l'avantage d'avoir un vrai business model et d'être quasiment rentable. Donc, oui, vous n'avez pas la définition de la boîte qui perd. On a déjà dérisqué le business. Bon courage, vous nous raconterez ça. Je vous propose qu'on s'attarde maintenant sur ce que vous connaissez bien, l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous avez des labels ou des agréments qui caractérisent d'un seul geste pour l'inscrire dans l'ESS ? Oui, alors on est en train d'aller chercher l'agrément ESUS. D'accord. On a toujours appliqué les principes de l'économie sociale et solidaire et on veut l'afficher et le faire reconnaître. Voilà. Bienvenue en avance dans le monde merveilleux des ESUS. Et vous avez envie d'autre chose, de label Alors, on a un label très important qui est un agrément de l'État sur nos formations. On est aujourd'hui la seule entreprise privée à avoir un agrément du ministère de l'Intérieur qui nous permet, c'est le même agrément que la Croix-Rouge ou les pompiers, qui nous permet de délivrer des attestations officielles sur ces formations aux gestes de premier secours. Et c'était le premier label dont on avait besoin pour pouvoir déployer nos formations officiellement. Voilà. Bon, alors, du coup... En avance de l'agrément ESUS, est-ce que vous pensez que ça va changer des choses dans votre relation au business, au commercial ? Rien. Rien, vous le faites pour la gloire. Ouais, je crois en fait que nous, on a l'habitude de se présenter en disant qu'on est une entreprise à vraie mission. Alors, on s'est posé Ce qui n'est pas gentil pour les autres. Mais on ne dit pas ça méchamment non plus. On s'est posé la question de effectivement devenir une entreprise à mission. La première étape, c'est peut-être l'agrément ESUS et puis on verra si on franchit la deuxième. Mais en tout cas, c'est toujours cette vision d'impact et d'intérêt général
qui nous a poussé à créer, à innover sur ce sujet. Donc vous êtes bientôt ESUS, vous avez été incubé par Make Sense, ce qui est un trait assez caractéristique. Vous êtes impliqué dans d'autres mouvements, le mouvement Impact France. On est bien sûr adhérent du mouvement Impact France, tout à fait. Oui. Vous n'êtes pas chez France Digital. Et nous sommes aussi chez France Digital. Vous avez la Startup Nation et la Startup Nation for Good. Ouais, en fait, on est, vous le soulignez au début de notre échange, mais on est, je pense, une entreprise un peu particulière et on ne rentre pas forcément dans les cases. On a du mal à nous-mêmes à parfois nous définir quand il s'agit effectivement de pouvoir remplir un formulaire administratif ou d'adhérer à un mouvement. Mais voilà, je pense que on agit et on sélectionne les réseaux en fonction de ce qui nous permet d'atteindre notre objectif. Très bien. Bon, on arrive aux questions finales. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Si vous avez écouté, vous avez le principe il faut répondre rapidement et spontanément. Quelle est la raison d'être d'un seul geste ? Alors la raison d'être d'un seul geste, c'est en formant chaque citoyen à sauver ses pairs, nous développons l'attention à l'autre et nous rendons la société plus solidaire. La femme ou l'homme politique que vous voudriez convaincre ? Alors c'est François Braun qui est actuellement ministre de la Santé et de la Prévention. Et c'est la première fois qu'il y a le mot prévention qui est collé au mot santé, et ça change tout. Et donc, on aimerait qu'il puisse permettre que l'assurance maladie prenne en charge les formations de secourisme, puisque ça permet de réduire finalement l'impact des arrêts cardiaques. La taxe que vous aimeriez inventer ou supprimer ? Alors, c'est plutôt une incitation fiscale qu'on aimerait créer pour que les entreprises puissent être motivées pour former massivement leurs salariés aux gestes qui sauvent. Puisqu'on a des objectifs de l'État, mais il n'y a pas de moyens en face. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on vous ait donné ? Alors, c'est de rester focus sur sa raison d'être et de ne pas tomber amoureux de son produit ou de sa solution. C'est un bon conseil. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? C'est que les pouvoirs publics, au-delà de l'objectif d'arriver à 80% des Français formés aux gestes de premier secours, mettent des incitations et des moyens pour qu'on arrive à l'objectif, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Merci Emmanuel. Merci Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.